Bonjour à toutes et à tous, chers investisseurs CLF, pour cette première vidéo du mois de mars. À l'heure où je tourne, nous sommes le 4 mars 2023 et le titre de cette vidéo s'intitule Combien de temps le CAC résistera-t-il au taux d'intérêt? Parce que ça a été une semaine assez incroyable. On a à la fois des taux d'intérêt qui ne cessent d'augmenter et en parallèle un CAC 40, l'indice de la bourse française, qui qui frôle ses records, qui a même terminé la semaine, le 3 mars, le soir, à ses niveaux historiques. Et c'est vrai on se pose quand même pas mal de questions, parce que d'un côté, on a une hausse de taux qui est une des plus violentes. On sent qu'il y a une crise qui arrive. On n'arrête pas d'entendre parler des petits commerces, des petites entreprises qui mettent la clé sous la porte, qui sont en souffrance. Vous avez entendu parler de l'avalanche de redressement d'entreprises qui sont en liquidation ou en redressement judiciaire. Et pourtant, on a un CAC 40, qui est quand même l'indice de référence de la bourse française, qui continue à tenir la dragée haute à cet environnement économique. On va essayer un petit peu de comprendre déjà de quoi on parle. Euh, alors, de quoi s'agit-il? Regardez, ça, c'est l'évolution des taux d'intérêt depuis 2004. Regardez un peu la puissance de la hausse des taux. On est passé en l'espace de 1 an et demi de taux français, des taux de l'État français, de moins 0,47%, c'est-à-dire que les marchés payaient la France pour s'endetter à plus 3,21%. Cette semaine, la semaine qui s'est écoulée, a vu les taux d'intérêt français, européens, américains arriver à des niveaux jamais observés depuis les années 2010. On est même revenu à un niveau 3,21, on l'a observé en 2005. On arrive à des niveaux de taux d'intérêt qui sont vraiment très, très élevés, compte tenu du fait, il ne faut pas regarder que les taux, compte tenu du fait que on a aussi un stock de dettes qui n'a jamais été aussi important. Parce que vous vous doutez bien que les taux d'intérêt, si mettons, imaginons, je dis n'importe quoi, que je sais pas, vous avez un salaire de 5 000 euros par mois, que vous avez une mensualité que vous remboursez 500 euros par mois, sur un salaire de 5 000, bon, vous pouvez supporter les taux à 10% si vous voulez. Il y a pas, enfin, c'est pas un problème en soi, le taux d'intérêt. Ce qui est inquiétant aujourd'hui, c'est qu'on a des taux d'intérêt qui sont à des niveaux jamais vus depuis plus de 10 ans et un stock de dette, un ratio de dette sur PIB qui est à des niveaux historiques. Et c'est ça qui est inquiétant. C'est un peu comme si je vous disais, bah voilà, je gagne 5 000 euros par mois, par exemple, et j'ai une dette 5 000 euros par mois, donc on va dire 60 000 euros par an, j'ai une dette de 1 million d'euros. Ah, vous voyez un peu 1 million d'euros pour quelqu'un qui gagne 60 000 euros par an, c'est énorme. Et j'ai une mensualité sur les 5 000 euros par mois que je gagne, et j'ai une mensualité de 2 500 euros, 50% de ratio d'endettement. Et j'ai des taux à taux variable et j'ai des taux qui n'arrêtent pas d'augmenter. Et c'est ça qui est inquiétant. C'est cette combinaison de facteurs entre un stock de dette qui est très élevé et des niveaux de taux qui n'arrêtent pas d'augmenter. Et c'est ça qui est vraiment, vraiment inquiétant. Quand on était durant la crise des subprimes, la fameuse crise des subprimes, le ratio où les taux étaient à peu près à ces niveaux-là, peut-être un peu plus élevés, on avait un ratio dette sur PIB de 80%. Aujourd'hui, on est à 120%. Donc la dette, elle a augmenté, le stock de dette relativement au PIB, il a augmenté de 40% par rapport à 2007. Alors les gens me disent, oui, mais de toute façon, un ratio de dette sur PIB, ça ne veut rien dire. Et c'est vrai. On compare un stock, la dette, avec le PIB qui est un flux. Donc ça ne veut rien dire. Par contre, là où ce ratio devient important à regarder, c'est à la lumière aussi des taux d'intérêt. Quand vous avez à la fois un ratio dette sur PIB qui atteint des records historiques, avec des taux qui, eux, atteignent des records, des niveaux jamais vus depuis 10 ans,
sachant que les taux d'intérêt couplés à un stock de dette va générer un coût, un flux cette fois-ci, de coût de la dette tous les ans, tous les ans, tous les ans. L'État français va devoir se refinancer plus cher et donc va payer des mensualités de plus en plus élevées chaque année. Et là, on peut comparer le PIB, qui est un flux, avec un autre flux, qui est le stock de dette que l'État va rouler, multiplié par le taux d'intérêt. Et là, c'est un autre flux. Et c'est ça qui est inquiétant, c'est que cette combinaison des deux fait que on peut avoir une dette qui va devenir rapidement insoutenable. Donc on pourrait se dire, waouh, et là on parle de la dette de l'État français, qui est quand même, quoi qu'en disent les technologues, qui est quand même la signature la plus sûre. Parce qu'un État peut aller chercher, peut aller puiser dans l'impôt, dans les impôts de ses concitoyens. Chose qu'une entreprise, aussi puissante soit-elle, ne peut pas. Demain, si, mettons, je ne sais pas, j'importe quoi, L'Oréal a des dettes à rembourser, L'Oréal ne va pas aller ponctionner ses salariés. Elle ne va pas imposer un impôt à ses salariés. Elle ne va pas s'amuser à multiplier par 3 ou par 4 ses produits parce que les clients peuvent partir. Ils ne sont pas obligés d'acheter du L'Oréal ou autre chose. Hein. Alors que l'État, lui, vous n'avez pas le choix. L'État est endetté, il peut lever l'impôt. Donc, du coup, les taux des entreprises, le taux des dettes des entreprises est bien plus élevé que 3,21. Si l'État français s'endette à 3,21, même les entreprises de bonne facture, elles ont des taux d'endettement à 4, 4,5%. Et je ne vous parle pas des taux de crédit immobilier. Vous, en tant que particulier, vous êtes encore plus fragile qu'un État. Donc, si vous voulez acheter un bien immobilier à crédit, vous allez avoir un taux à 4, voire supérieur. Et ça, forcément, c'est pas nécessairement bon pour les marchés. Et pourtant, donc là, je vous fais un zoom sur les taux. Hein. Vous voyez la puissance des taux hein, depuis début 2022. En un an, on est passé de 0,25% à 3,21%. On a eu 3% de hausse en un an. C'est gigantesque. Le rythme est énorme. Et pourtant, on a le CAC 40 hein, qui était à ses plus hauts historiques en février 2022, en janvier 2022, quand on avait des taux à 0,3%. Et on a retrouvé, après un an et 3 mois, on a retrouvé les records historiques du CAC 40. Un an et 2 mois après, on est au même niveau, alors que les taux ont pris 3% de hausse. Et qu'on a l'inflation, la guerre en Ukraine, etc. Forcément, on peut se poser des questions. Alors, là, c'est un petit peu un slide important à regarder, à analyser. C'est qu'est-ce qui fait la valeur d'un indice ou d'une action. La valeur d'une action, ce n'est rien d'autre que la somme des bénéfices futurs actualisés au taux d'intérêt. Voilà ce qui fait la valeur d'une action, c'est mathématique. Donc, si on prend V, hein, la valeur d'une action, c'est égal à la somme des RI, hein, donc c'est la somme des bénéfices projetés dans le futur que l'on va diviser par 1 plus le taux d'intérêt, puissance I, qu'on actualise avec le temps. C'est la somme des flux futurs qui va constituer la valorisation d'une entreprise. Là, j'ai pris un exemple tout bête. J'ai pris l'exemple d'une entreprise qui verse 100, qui va générer 100 euros de bénéfices par an. La première année 100, la deuxième année 100, etc., etc. En 2022, le 5 janvier 2022, les taux étaient à 0,21%. Donc les revenus actualisés, vous voyez, hein, la première année 100, ça fait 99,79, parce que évidemment, l'argent ayant un coût, bah, vous allez le bénéfice 100 euros aujourd'hui n'ont pas la même valeur que 100 euros dans un an, dans 2 ans, etc. Donc 100 euros dans un an, ça équivaut à 99,79 euros d'aujourd'hui, avec un taux à 0,21. Dans 10 ans, 100 euros équivalent à 97,92 euros dans 10 ans, avec un taux à 0,21%. Ce qui vous donne une valeur théorique de l'entreprise de 988,55 euros. Maintenant, on suppose que les perspectives de résultats n'ont pas évolué. On est en mars 2023, les perspectives de résultats n'ont pas évolué. On suppose que l'entreprise a le même business plan, elle n'a pas vu ses bénéfices augmenter ni baisser, constant. Rien qu'avec l'effet taux, hein, on a des taux à 3,21% aujourd'hui. Vous voyez que
100 euros de bénéfices dans 10 ans avec un taux à 3,21% par an. C'est par an, hein. Ça équivaut plus qu'à 72,91 euros contre 97,92 euros avec un taux à 0,21%. Donc vous voyez un peu la puissance de frappe des taux d'intérêt. Et là, si on fait la somme des flux, hein, les flux de l'entreprise 100 actualisés par 3,21% par an, ça vous donne des flux actualisés. Cette somme est égale à 843,95 euros. Donc, toute chose étant égale par ailleurs, l'entreprise a supposé que son activité n'a pas évolué, que ses perspectives de résultats n'ont pas évolué. Une entreprise qui valait 988,55 euros n'en vaut plus, juste à cause de l'effet taux, n'en vaut plus que 843,95 euros, soit une baisse de 14,63%. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que toute chose étant égale par ailleurs, hein, les entreprises, le CAC 40, auraient dû aujourd'hui, devraient valoir 14,63% en dessous de son niveau record du 5 janvier 2022. C'est-à-dire que au lieu d'être à 7002, le CAC 40 devrait être à peu près 6000, 5900 points. 5900 ou 6000 points. On est à 7000, presque 7400 points. Vous voyez un petit peu l'écart. Et ça, c'est rien qu'avec l'effet taux. C'est-à-dire que supposons que les entreprises, aujourd'hui, elles aient exactement la même santé financière qu'il y a un peu plus d'un an. Le CAC 40, rien qu'avec l'effet taux, devrait être à quasiment 15% en dessous de ce qu'il valait il y a un an et 2 mois. Ce n'est pas du tout le cas. Du coup, moi, j'ai fait la chose inverse. Je me suis dit, OK, le niveau de taux, il est connu. Le niveau de taux, on ne peut pas tricher. Il était à 0,21. Aujourd'hui, on est à 3,21. Ça, c'est connu, c'est observable. Donc, pour que l'effet taux soit compensé, il faudrait que les marchés, parce que ça, les bénéfices futurs, ce n'est pas quelque chose qui est dans le marbre, c'est ce que le marché anticipe. C'est-à-dire que pour justifier un CAC 40 qui soit revenu à ses records historiques de janvier 2022, il faut que aujourd'hui, à l'instant d'aujourd'hui, les marchés anticipent une hausse de 17,13% des résultats tous les ans. C'est-à-dire que pour que le CAC maintienne ses records d'il y a un an, aujourd'hui avec des taux en hausse de 3%, il faudrait que pendant les 10 prochaines années, les entreprises, à supposer que la conjoncture économique soit la même, hein, que les entreprises arrivent chaque année à augmenter leurs bénéfices de 17,13% chaque année pendant 10 ans pour compenser la hausse des taux qui a eu lieu cette dernière année. Et là, effectivement, on pourrait justifier un CAC 40 qui est revenu à ses niveaux d'il y a un an. Donc vous voyez un petit peu, et ce, alors qu'en un an, on a l'inflation et on a la guerre en Ukraine, qui sont loin d'être résorbés. Et pourtant, on a des marchés qui, pour justifier un niveau de CAC 40 actuel, anticipent que, malgré tout ça, malgré la hausse des taux, les entreprises seront capables de générer des bénéfices de 17,13% supérieurs à il y a un an. Donc c'est costaud quand même, hein. Costaud, on y croit, mais voilà, c'est un peu, si on fait vraiment un calcul mathématique tout bête, c'est ça. Alors on peut se dire, mince, le marché a quand même toujours raison. Je veux dire, c'est pas moi, derrière mon petit écran, qui peut avoir raison contre le marché. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que les marchés voient et que beaucoup de gens n'ont pas vu? Ma philosophie, moi ce que je pense, c'est que les marchés, aujourd'hui, au moment où je vous parle, pensent que le durcissement des politiques monétaires, la guerre en Ukraine, l'inflation, seront en grande partie subis par les populations, la classe moyenne, les PME, et que les multinationales du CAC 40 seront à l'abri de tous les chocs que subit l'économie aujourd'hui. Voilà. C'est ce qui permet, c'est la seule chose plausible qui permet d'expliquer la très bonne tenue
des indices boursiers au moment où je vous parle. Les marchés parient que tout ce qui se passe avec les taux d'intérêt, avec la crise en Ukraine, avec l'inflation, l'essentiel de la facture sera supporté par les salariés, par les classes moyennes et pas par les grands actionnaires, par les grandes entreprises et multinationales. Au moment où je vous parle, aujourd'hui, on a un choc, un krach immobilier d'une ampleur dantesque, d'une ampleur jamais vue, même durant la crise des subprimes. On a du mal à imaginer, mais l'immobilier aujourd'hui aux États-Unis est en train de se prendre un bain de sang comme on n'en a jamais vu depuis la crise des subprimes. Et pourtant, les banques tiennent. Pourquoi les marchés résistent? Parce que cette fois-ci, qu'est-ce qui a fait baisser les marchés pendant la crise de 2007? C'est pas la crise immobilière, même si elle a été un déclencheur, c'est le fait que cette crise immobilière se soit propagée aux banques. Les banques se retrouvant avec plein de crédits qu'elles ne peuvent plus honorer, se retrouvent en difficulté. Et c'est ce qui a provoqué le décrochage des bourses. Aujourd'hui, on a le régulateur a réussi, pour le moment, ça se trouve, on va découvrir des cadavres dans les placards, mais aujourd'hui, au moment où je vous parle, le régulateur a réussi à faire en sorte que la crise économique, la guerre en Ukraine, l'inflation, le choc immobilier, le choc de taux, tout ce que vous voulez, soit intégralement porté par les particuliers. Que cette crise ne se propage pas des particuliers qui ne peuvent plus rembourser leurs crédits, etc., aux banques, aux grandes entreprises. Et c'est ce qui explique pourquoi les marchés tiennent. Au moment où je vous parle, beaucoup d'acteurs pensent que cette crise, parce qu'il y a un choc, je pense que beaucoup, vous voyez, les prix qui augmentent, etc., pensent qu'elle va rester circonscrite à la sphère privée, à la sphère du commun des mortels, mais que les entreprises arriveront à rester dans leur nuage, surtout les multinationales, et à faire le business comme si de rien n'était. Voilà. Et c'est dans cette lumière, à la lumière de cela, qu'il faut interpréter les discours d'Emmanuel Macron. Quand Emmanuel Macron parle au Luxembourg ou en Espagne, il dit que les Français sont, entre guillemets, rationnels, raisonnables, que les gens qui font grève contre la réforme des retraites sont minoritaires et que la population soutient ces réformes, mais que ceux qui manifestent sont visibles, finalement, que ceux qui sont contre sont visibles, mais que la grande majorité silencieuse est pour ces réformes, en réalité, le président français s'adresse aux investisseurs, s'adresse aux grands actionnaires des multinationales pour leur dire « Calmez-vous les gars, il y a une crise, il y a de l'inflation, mais la charge de cette dette, la charge de tout ça sera portée par les classes moyennes. Rassurez-vous les grandes entreprises, vous n'avez pour le moment rien à craindre de cette crise. » Et c'est ce qui explique la bonne santé du CAC 40, malgré des taux qui ont augmenté, malgré la guerre en Ukraine, malgré l'inflation. On a une réelle volonté gouvernementale des dirigeants de vouloir protéger à tout prix les grosses multinationales. Et ça s'explique. Ça s'explique parce que dans la philosophie d'un grand nombre de dirigeants, donc on a vu Liz Truss, donc, qui est parti, mais en Angleterre, on avait Donald Trump aux États-Unis, on a Emmanuel Macron aujourd'hui. La philosophie de ces dirigeants, c'est que plus on protège les entreprises du CAC 40, du FTSE, du DAX, et plus ces entreprises vont créer des emplois, vont créer du travail aux sous-traitants, aux consultants, etc., et plus elles vont pouvoir maintenir l'activité économique, ce qu'on appelle le ruissellement. Et c'est ce qui explique pourquoi on a des dirigeants qui veulent à tout prix protéger les grosses entreprises. Ça se défend. Ça se défend. Il y a deux manières de voir. Soit on fait comme le fait Emmanuel Macron, c'est-à-dire qu'on diminue toujours les impôts aux grandes entreprises et on fait porter la charge de la dette à l'ensemble des salariés, des ménages. Ça, c'est la vision Emmanuel Macron. Soit on fait la vision Franklin Roosevelt, c'est-à-dire Franklin Roosevelt, on lance des chantiers de grands travaux, le New Deal, et on finance ça par un impôt énorme, un impôt écrasant, 90% d'impôts aux États-Unis sous Roosevelt. Roosevelt a monté les impôts, 90%, c'est énorme. Quand on parle de François Hollande qui était à 75%, Roosevelt les a montés à 90% sur les entreprises et les grandes fortunes. Et ça, on a deux visions différentes. La vision rooseveltienne, qui consiste à dire, si je taxe les grandes fortunes,
et que je les empêche de partir, hein, parce qu'il a mis en place l'extraterritorialité du droit américain. C'est que les Américains qui disent, moi, je ne veux pas payer d'impôts, je pars. Désolé, vous avez le passeport américain, monsieur, la loi a changé, vous payez. Donc ça, c'est la vision Roosevelt, et vous avez la vision Emmanuel Macron. Et il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre, c'est deux visions différentes. En fonction des époques, une vision peut être meilleure à une époque qu'à une autre. Et ça, il n'y a que l'avenir qui pourra nous le dire. Donc aujourd'hui, on est dans un schéma, et c'est pour cela, pour moi, que le CAC 40 ou d'autres indices se maintiennent à des niveaux très élevés. On est dans un schéma où les investisseurs pensent que l'essentiel du choc de la crise sera supporté par les ménages. Et je termine ce point par, et ça m'a choqué, enfin les médias n'en ont pas parlé. Alors si il y a une personne qui a relevé ça, c'est la chaîne Draw My Economy, hein, qui a sorti une citation qui a été portée par un ministre connu, hein, chez BFM, à qui on demandait, donc chez BFM, hein, donc vous pouvez aller, hein, vous allez sur la chaîne Draw My Economy et vous verrez, hein, je ne vais pas faire un plagiat, je reprends ce qui a été dit. Moi-même, j'étais surpris quand j'ai vu ça. Et alors BFM a interviewé un ministre et on lui demandait s'il craignait pas que cette grève en France, là, à partir du 7 mars, ne paralyse le pays. Et il a répondu, euh, les Français viennent de rentrer de vacances, ils ont dépensé pendant les vacances, je ne crois pas qu'ils aient encore les moyens de tenir une grève dure longtemps, surtout dans un contexte d'inflation. C'est le ministre qui l'a dit, vous pouvez aller voir, hein, c'est sur BFM, vous y allez, et il l'a dit. Donc on voit bien que, clairement, les gouvernements veulent faire, entre guillemets, payer la facture de l'inflation, de la guerre en Ukraine aux ménages. Et épargner au maximum les grosses entreprises, les grosses multinationales, qui, selon eux, tant que ces multinationales continuent à faire des bénéfices records, pourront maintenir l'emploi. C'est une vision qui se défend. Moi, je ne suis pas là pour taper sur les patrons des multinationales, sur les grands actionnaires. Moi-même, je suis actionnaire de plein d'entreprises du CAC 40. Hein. Je ne suis pas là non plus pour taper sur le petit peuple, ni pour défendre le petit peuple, ni pour défendre les actionnaires. Je suis là pour vous expliquer la situation actuelle. Les marchés pensent que tout ce qui se passe aujourd'hui, pour le moment, n'affectera pas les résultats des multinationales qui, elles, par contre, bénéficient de l'ouverture de la Chine, etc., etc., etc. Voilà. Donc, voilà un petit peu ce qui permet d'expliquer peut-être ce niveau, peut-être insolent même, du CAC 40. Mais quand même, on peut se poser la question, est-ce que, avec une inflation persistante, la guerre en Ukraine qui s'éternise, les tensions sociales et sociétales, en particulier en France, parce que bon, pour le moment, on voit bien, hein, les ministres s'en foutent complètement des gens qui font grève, qui manifestent et tout. Voilà, ils se disent de toute façon, euh, ils sont à sec, ils vont être à découvert à la fin du mois. Tout ce qu'ils avaient à dépenser, ils l'ont dépensé pendant les vacances. Maintenant, ils vont rentrer sagement chez eux, reprendre le chemin du travail et nous laisser faire notre réforme. Mais il y a un risque que ça pète. Ça peut arriver, parce que je souhaite personnellement, mais ça peut arriver. Regardez, en 1789, quand les gens se plaignaient que le pain était trop cher, et Marie-Antoinette leur disait bah, qu'ils mangent de la brioche. Donc attention, c'est pas tous les jours qu'il y a une révolution, mais il n'est pas exclu qu'il y ait un dérapage, soit dans le conflit entre la Russie et l'Ukraine, avec la Chine, les États-Unis, tout le monde qui commence à rentrer dans le jeu, soit un dérapage social, sociétal, dans un grand pays comme la France. Donc ça ce sont des risques qu'il faut vraiment faire attention. Autre risque, mais ça, si je le savais, je vous le dirais, mais qui peut arriver, c'est que on découvre que malgré toutes les réglementations qui ont été mises en place pour protéger le secteur bancaire, financier, assurance des aléas économiques, que une des crises immobilières, inflation, ne finissent par se transmettre à la sphère financière et provoquer une nouvelle crise de type subprime. Ça, c'est pas exclu. Hein, la réglementation évolue toujours. On ne sait jamais de quoi demain sera fait. Donc, attention aussi à ne pas tomber dans un excès
d'optimisme. Conclusion, conseil. Dans un contexte aussi incertain qu'aujourd'hui, il faut éviter les deux extrêmes. Premier extrême, avoir peur d'investir et reporter toujours à demain l'acte d'investissement. Hein. Combien de fois je vois des gens, je parle avec eux, je leur dis, bah voilà, vous pouvez faire ça, ça, ça. Je vais réfléchir. 2 semaines après, alors, je vais réfléchir. Un mois après, je vais réfléchir. Les gens font rien, ils procrastinent. Sauf que avec une inflation à 5-10% par an, si vous avez 100 000 euros, hein, je dis un chiffre rond, 100 000 euros, avec une inflation à 7% par an, en un an passé à ne rien faire, vous avez perdu 7 000 euros. Le fait de réfléchir, vous voyez, vous réfléchissez, vous reportez à demain ce que vous aurez dû faire la veille. Chaque mois qui passe, votre épargne perd 7 000 euros. 7% d'inflation, 100 000 euros, hein, je dis 100 000, ça peut être 10 000, hein, 100 000 euros, vous perdez 7 000 euros. 10 000 euros, vous restez un an sans rien faire, vous perdez 700 euros. C'est pas rien, 700 euros sur 10 000. 7 000 euros sur 100 000, c'est pas rien. Ça, c'est sur un an. Sur 2 ans, vous doublez, vous triplez, etc. Premier extrême, c'est sombrer dans le camp des déclinologues. Procrastiner, penser que reporter sans arrêt à demain les décisions qu'on aurait dû prendre aujourd'hui. Hein. Moi, je me souviens, en 2007, on me disait, oh là là, l'immobilier, il ne faut pas investir, c'est la crise, etc., etc. J'ai pris le pas, j'ai investi. Bah, heureusement que j'ai investi en 2007. Aujourd'hui, je suis à quelques chouïas de la liberté financière. C'est grâce aux décisions que j'ai prises en 2007. Si je n'avais pas pris les décisions courageuses que j'avais prises en 2007, aujourd'hui, je serais très loin de la liberté financière. Donc ça, c'est le premier extrême. Sans arrêt, reporter à demain ce que l'on aurait pu faire la veille. Deuxième extrême, c'est l'opposé du premier, c'est vous précipiter sur le premier investissement miracle venu, en mode FOMO, Fear of Missing Out. Vous êtes là, oh là là, l'inflation, vous êtes en stress, vous avez de l'argent, et là, le premier inconnu qui vous appelle, ouais, moi j'ai un Pinel, j'ai un Girardin, j'ai un n'importe quoi à vous proposer, vous allez voir, tout va bien se passer, signez ici et tous les problèmes seront réglés. Et là, comme un bourrin, vous y allez. Hein. Ça peut être des cryptos, ça peut être n'importe quoi. Hein. Ça peut être de l'immobilier, des cryptos. C'est pas tant le produit ou la classe d'actifs qui est dangereuse. C'est votre état d'esprit, votre mindset dans lequel vous investissez qui est dangereux. Donc, deux extrêmes à éviter. Le premier, c'est j'attends, je réfléchis, je laisse passer les années. Et puis, bah, votre épargne perd de sa valeur à cause de l'inflation. Hein. Deuxième extrême, c'est je me précipite sur tout ce qui bouge. Je me jette sur tout ce qui bouge, je réfléchis pas, je pose aucune question. Le premier conseiller bancaire, gestion de patrimoine, qui me tend un papier avec un actif miracle, hein, ça peut être crypto, Girardin, Pinel, enfin, assurance vie, tout ce que vous voulez, je signe sans réfléchir. C'est ce qu'on appelle le mode FOMO, Fear of Missing Out. Ça, à éviter à tout prix aussi. Donc, le conseil que j'ai à vous donner, alors après, ça c'est à chacun de vous de voir en fonction de vos projets, de votre situation patrimoniale, de vos objectifs, de votre aversion au risque, etc. etc. Hein. Je ne peux pas donner comme ça un conseil comme ça. Investir de manière progressive, ce qu'on appelle le DCA, le Dollar Cost Averaging, d'une manière diversifiée. Hein, attention, hein, c'est parce que vous voyez le CAC à 7003, 7004 qu'il faut tout mettre sur le CAC 40, tout mettre dans LVMH, etc. Hein, de manière diversifiée, l'argent dont vous n'avez pas besoin à court terme. Vous voyez, plusieurs mots très importants. Hein, c'est une petite phrase. Investir de manière progressive, très important, d'une manière diversifiée. Hein, vous ne mettez pas tous les œufs dans le même panier. L'argent dont vous n'avez pas besoin, attention, vous n'avez pas besoin à court terme, en faisant évoluer l'allocation d'actifs, donc le poids des actifs, en fonction de vos convictions, parce qu'on a tous des convictions, hein, ça ne vous empêche pas d'avoir des convictions, pour ne pas avoir de frustration. Voilà. Donc ça, c'est vraiment le conseil que j'ai à vous donner. Hein. Donc, évitez soit de tomber dans le déclinologue, ouais, c'est la crise, c'est la fin du monde, j'investis pas,
toute façon, demain, ça va être la guerre civile, ça va être Mad Max. Hein. Donc, premier extrême à éviter. Hein. Je vais réfléchir, etc. J'ai le temps. Premier extrême. Deuxième extrême, c'est au contraire, je me précipite sur tout ce qui bouge. Et souvent, hein, d'expérience, les gens passent d'un extrême à l'autre. C'est-à-dire que souvent, ce sont les mêmes qui passent leur temps à réfléchir, à reporter au lendemain ce qu'ils peuvent faire la veille, qui, du jour au lendemain, parce qu'ils, pris de panique, ils se jettent sur tout ce qui bouge. Et là, ils font la connerie. Ils font la connerie. Et là, il y a un exemple qui est connu. Ça a été un ensemble de médecins, des médecins, qui n'ont jamais investi de leur vie, jamais, 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 qui se retrouvent à 3 ans de la retraite et qui se disent merde, on a été profession libérale, on n'a pas beaucoup financé notre retraite, on veut avoir une retraite. Donc ils sont passés des années ça, ils n'ont rien fait pendant leur vie. Il faut investir. Et qu'est-ce qui s'est passé? Bah, ils ont croisé la route d'un conseiller en gestion de patrimoine qui leur a balancé des Pinel, ou alors c'était des Robiens à l'époque, c'était des Robiens à la volée. Donc plein, plein, plein. Donc évidemment, vous dites médecin, ils ont de l'argent, du capital, ils ont une capacité d'emprunt. Et vous avez chaque médecin qui s'est retrouvé investi dans 5, 6 appartements en d'Eurobiens. C'est l'ancêtre du Pinel. Hein. Et là, évidemment, les appartements, ils n'ont même pas pris la peine de les visiter, ils n'ont pas pris la peine de faire un business plan. Bon, le CGP, il ne connaissait pas grand-chose à l'immobilier, il vendait, c'était un vendeur. Donc lui, il n'accompagnait pas les personnes dans la durée pour les déclarations fiscales. Rien, voilà, il y a un bien, une belle plaquette et tout, signé là et allez-y. Et on s'est retrouvé avec, bah, ça a été un scandale d'ailleurs, des médecins qui se sont retrouvés à bosser à 65 ans, 70 ans, parce que leurs investissements se sont retrouvés désastreux. Donc on est des gens, et alors c'est la faute du CGP, oui, il y a des escrocs, hein, mais c'est aussi la faute hein, du client qui a passé sa vie à procrastiner, à ne jamais investir, à une situation où, merde, il faut que j'investisse, je me précipite sur tout ce qui bouge. La vérité, elle est entre les deux. Investir, avoir conscience qu'il faut investir, parce que ça c'est important, mais réfléchir, poser des questions, poser plein, plein, plein de questions. Hein. Réfléchir, ça ne veut pas dire ne rien faire et attendre que ça se passe. Réfléchir, c'est poser des questions, mettre les choses sur la table, prendre une feuille et un stylo, écrire, faire un fichier Excel, poser des questions. C'est ça la réflexion. C'est pas ouais, je vais réfléchir. Ouais, dans un mois, dans 2 mois, je vais voir ce que je peux faire. Ça, c'est pas de la réflexion. Ça, c'est de la procrastination. Ça, voilà, c'est vous pisser dans un violon. Voilà. Voilà un petit peu pour cette vidéo. Donc, pour le moment, au moment où je parle, on a un CAC 40 qui tient le coup, qui est à ses niveaux, qui tutoie ses records historiques. On n'est pas loin des 7400 points. Il n'est pas exclu que le lundi 6 avril, 6 mars, à l'ouverture des marchés, on ait un gap à la hausse du CAC 40 avec des gérants actions qui vont essayer d'être les premiers à acheter sur les marchés dès l'ouverture le lundi matin pour propulser encore les indices vers le haut. Il n'est pas exclu qu'on ait cela. Dans tous les cas, il faut garder la tête froide. Il ne faut pas paniquer en se disant oh là là, ça monte vite, 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 je vais acheter. Zen, zen. Vous gardez votre stratégie, vous construisez votre bilan patrimonial, votre stratégie patrimoniale, et vous laissez l'écume des marchés faire son œuvre. Voilà un peu ce que j'avais à vous dire. Moi, je ne sais pas personnellement combien de temps le CAC 40 va pouvoir résister à tout ça. Pour moi, je pense que ça dépendra de la réaction des populations. Si demain, on a des révoltes de grande ampleur contre nos dirigeants, ça peut faire mal aux multinationales, parce que ça peut pousser les dirigeants à augmenter les impôts sur les grandes fortunes et les actionnaires. Et là, ça peut faire très mal. Ou alors un dérapage de la situation géopolitique ou une transmission de la crise immobilière à l'œuvre aux États-Unis à la sphère financière par un canal que je ne connais pas. Si je le savais, je vous le dirais, qu'on ne connaît pas encore. Voilà. Donc, prenez bien soin de vous, faites attention, suivez les marchés, suivez ce qui se passe. Et moi, je vous dis, je vous donne rendez-vous à dans une semaine pour un nouveau point de marché. Prenez bien soin de vous, les amis. À bientôt. Salut.